Notre prochain exemple, c'est le CSMO textile. On parle de transfert de compétences intergénérationnelles par de la formation en emploi où le travailleur expérimenté est formé à être un bon compagnon. Nous avons avec nous Véronique Bolduc, de l'agente de développement des services aux entreprises de la commission scolaire de la Beauce-Etchemin, et Linda Sirène, qui est DG du CSMO textile. Mesdames, bonjour, bienvenue. Passez au salon. Je pense qu'on peut avec vous aussi amorcer la conversation avec d'abord une vidéo pour bien comprendre ce que vous avez fait. Allons-y, vidéo. Le projet Transfert de compétences a pour objectif d'aller chercher les compétences des travailleurs qui ont plusieurs années d'expérience. L'objectif est vraiment d'aller chercher l'essentiel pour permettre aux travailleurs d'expérience de former le plus facilement possible la relève. Parce qu'on a des postes qui sont critiques au sein de l'entreprise, donc il est essentiel d'aller chercher l'expertise du travailleur et de le documenter, de le former d'une façon très, très simple. Aujourd'hui, on est au sein de l'entreprise Filature Lemieux, une entreprise qui a 100 ans d'expérience dans laquelle plusieurs postes critiques sont vraiment en voie de disparition. Donc, on a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'années d'expérience. D'autres, on a appris sur le tas, on apprend de jour en jour tout le temps. Là, bien, avec le qu'est-ce qu'on va donner en héritage, bien là, le nouveau, il va être plus confiant, lui, là. Ouais, ça va laisser comme un héritage pour ceux-là qui reprennent ça après nous autres. L'importance des employés clés dans l'entreprise, étant donné une entreprise de 4e génération, tout le savoir s'est transmis de bouche à oreille. Il y avait quelques documents, mais la plupart du temps, dans les postes clés, ça se transmettait de bouche à oreille. Donc, en nous permettant de tout mettre ça par écrit, c'est ce qui nous permet la continuité dans l'entreprise pour les générations futures. Oh, il est cassé, là. Souvent, les gens ne voient pas l'importance de leur travail. C'est du quotidien, mais souvent, c'est essentiel. Et c'est en crise, ça fait 30 ans qu'on fait la même chose. Donc, aller chercher l'essentiel, notre défi au niveau de la commission scolaire, c'est à ce niveau-là. Elle pose des bonnes questions pour nous aider à sortir l'information, parce que parfois, c'est bloqué dans notre mémoire. Par habitude, on le fait machinalement, mais avec Véronique, bien là, on peut l'écrire. Et ça, son travail a été vraiment utile pour moi parce qu'il m'a permis de transposer mes idées, l'expérience que j'ai, en mots. Pour une personne qui ne serait pas habituée, bien, c'est beaucoup plus facile d'approche. Moi, j'ai toujours considéré que mon métier prenait 2 ans au moins avant d'avoir touché à toutes les facettes. Mais avec le livre de transfert de compétences, bien, la personne va gagner du temps parce que tout se trouve là-dedans. Sans le partenariat, on ne peut pas réussir ce qu'on a réussi dans un projet comme celui-ci. Donc, le partenariat avec le comité sectoriel de main-d'œuvre en textile, le partenariat avec la commission des partenaires du marché du travail et évidemment, tout le partenariat avec les entreprises qui ont participé au projet. Parce que d'abord, l'entreprise, il faut qu'elle y croie. C'est quelque chose de très important pour notre région, avec les nombreuses petites entreprises que nous avons. Souvent, ces petites entreprises-là manquent de formation. Pour beaucoup de travailleurs, le nombre est restreint. La rentabilité d'une entreprise dépend de sa formation. On laisse en héritage mieux que ce que j'ai eu puis qu'est-ce qu'on a eu nous autres, là. En même temps, bien, on est les pionniers dans le secteur de textile à faire ce nouveau livre-là, là. Bravo. Je vous dirais, mesdames, que je suis soufflé d'abord parce que il ne me serait pas passé par la tête de penser qu'il y a encore au Québec des manufacturiers de textiles. Donc déjà, merci pour... Et qu'on ne perde pas cette expérience et ce savoir-faire vieux de 100 ans. Bravo. Je suis tenté de vous poser une question qui n'est absolument pas rabat-joie, mais effectivement, quand on s'attaque à garder ce savoir-faire compte tenu de ce que chaque année, la part du textile va se réduisant, est-ce que ce n'est pas en partie un combat qui donne l'impression d'être perdu d'avance? Parce que tu dis, seront-ils encore là dans 20 ans?
Vous avez une question comme parfois d'autres peuvent avoir. Je tiens à vous préciser qu'au niveau du secteur textile au Québec, on compte 12 000 emplois, 500 entreprises. Vous avez vu un modèle d'entreprise plus traditionnel. Et oui, ce sont des experts et vous savez probablement tous ou presque qu'il n'y a pas de formation textile. Il n'y en a plus de façon académique. Nulle part. Non. La dernière cohorte d'un DEC en textile date de 2008. Alors, c'est un enjeu, le fait qu'il n'y ait plus de formation, et c'est encore plus un enjeu de devoir donc faire des outils comme ceux-là pour qu'un transfert puisse se faire. Bien, c'est pour se substituer à cette absence de formation que vous avez décidé d'organiser de façon plus orchestrer le transfert de connaissances? Oui, puis juste un petit détail que je tiens quand même à vous préciser. On parle de plus en plus dans le secteur textile, de textile technique, de textile à valeur ajoutée. Alors, les entreprises travaillent pour améliorer les fibres, les fils, les produits textiles, des matières. Alors, quand on parle textile au Québec, on va parler de services, là, de produits qui desserrent toutes sortes de sous-secteurs. Alors, l'habillement représente un une petite tranche là, par rapport à l'industriel ou quoi que ce soit d'autre. Et qu'est-ce qui fait qu'une entreprise décide qu'elle va entrer dans ce processus de transfert de connaissances et comment ça s'encadre? Parce que c'est beaucoup de travail pour l'entreprise? Oui, c'est beaucoup de travail. Ça fonctionne? Oui. Donc, oui, c'est beaucoup de travail. À la base, ce sont des postes quand même assez critiques. Vous voyez le nombre d'années d'expérience des travailleurs avec lesquels on a travaillé. 38, 36 ans. Exactement. Donc, il y en a quand même plusieurs dans certaines entreprises. Les gens ne le croient pas, mais dans le secteur textile, entre autres, les gens sont là depuis plusieurs années et ont une expertise essentielle pour le développement du secteur. On voit l'entreprise dans la vidéo qui est ici, mais on travaille avec des entreprises qui sont vraiment très, très techniques. On n'a pas d'image, mais des équipements automatisés. Donc, on a besoin quand même d'aller chercher cette expertise de travailleurs pour les conserver pour le secteur, pour leur développement. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, lorsqu'on présente ce type de projet, les entreprises veulent absolument nous suivre dans ce cadre-là parce qu'ils ont besoin de conserver leur expertise pour former la relève. Donc, on s'entend que les gens que vous avez vus, c'est des gens qui n'ont pas de notion pédagogique. Donc, notre mandat est vraiment d'aller chercher l'essentiel pour avoir des outils simples et faciliter le transfert de compétences par la suite. Mais ça me donne l'impression qu'ils ont aimé ça, par contre, ceux qui sont passés par le processus, parce Tout à que fait. tous avaient l'air valorisés. Oui, exactement. Et c'est comme s'ils voyaient un étage supérieur à ce qu'ils avaient de connaissances qu'ils ne soupçonnaient pas avant que vous les questionniez. Vous avez tout à fait raison. Quand on regarde ce projet actuellement-là qui vient de se compléter, ça fait quand même 4 années qu'au CSMO Textile, on fait du transfert de compétences comme ça, en travaillant avec différentes commissions scolaires qui sont d'ailleurs des acteurs de premier plan parce qu'ils sont sur le terrain plus directement. Ils connaissent les entreprises. Quand on les appelle puis on leur parle d'une entreprise qui a un besoin, c'est pas rare qu'ils vont dire, ils vont nommer le prénom de la personne aux ressources humaines. Alors, c'est vraiment génial de pouvoir collaborer parce que quand même, on dessert tout le Québec, les comités, et on ne peut pas être partout à la fois. Alors ça, c'est... Il y a de la demande? Est-ce que ça commence à sonner, le téléphone? Oui, exactement. C'est ce que j'allais vous dire. Vous voyez, on a fait un pilote il y a 4 ans maintenant où on avait 4 entreprises. Et le deuxième projet, on avait 16 entreprises. Et j'ai une liste d'attente parce que ce sont des postes qui sont identifiés comme étant critiques ou, en fin de compte, très stratégiques. Au point où une entreprise qui ne ferait pas ce transfert correctement, s'il fallait qu'il arrive quelque chose, par exemple, à ton maître teinturier qui est là depuis 40 ans, ben, la recette du colonel Sanders, elle meurt avec le chef. C'est exactement. Exactement. Je rajouterais juste au niveau de la mobilisation des travailleurs, c'est que souvent, au niveau des commissions scolaires, lorsqu'on est en entreprise, les gens qui sont des gens de plancher, on est prêts, hein, on est vraiment avec eux, ont une perception parfois qui n'est pas nécessairement positive. Le fait de travailler avec des projets comme ceux qu'on vient de voir ici, aide vraiment, vraiment à l'image. Ils voient vraiment l'impact dans leur travail. Donc, ils voient que les services aux entreprises, la formation professionnelle peut apporter un autre aspect qu'ils n'avaient jamais pu avoir la chance d'observer. Donc, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement de diplôme. Par contre, ils connaissent maintenant les services aux entreprises. Ils nous appellent par nos noms et c'est des gens qui sont très, très, très fiers de ce qu'ils ont pu obtenir. Vous le voyez avec les gens qui sont ici. Donc, on comprend que c'est plusieurs années d'expérience regroupées dans un document, des outils qui vont rester par la suite. Donc, il y a une fierté qui reste. Mais document, évidemment, hautement applicable pour la relève. C'est un
un outil Tout à fait. pédagogique. C'est un outil pédagogique qui facilite C'est par une la Bible, suite. en fait. C'est comme une Oui, si on veut, si on veut. de Oui. procédure. Et... Tout à fait. Des procédures de travail, il y a des photos, il y a des vidéos, donc tous des outils qui sont vraiment faciles d'utilisation, surtout pour des gens qui n'ont pas nécessairement tous été formateurs dans leur vie. Donc cet outil-là les rassure pour permettre de former la relève par la suite. Vous aurez le dernier mot, Véronique, avant que je prenne des questions. Oui, j'aurais aimé mentionner qu'on est financé, donc le comité sectoriel, dans le cadre de ce projet-là, par le Fonds de développement de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. Et ce financement-là nous permet donc d'aller chercher des fournisseurs au niveau des commissions scolaires. Ça nous permet de financer les salaires des experts en entreprise. Donc, vous savez, il y a tout l'enjeu de libérer les gens pendant la production. Alors ça, c'est un élément qui est intéressant. J'ai apporté aussi un document papier avec moi en me disant peut-être que les gens trouveraient ça intéressant. Puis vous avez tous dans votre pochette reçu ce document-là qui dit des expériences inspirantes, alors qui vous parle de Filature le mieux et un peu de la démarche qu'on vient de vous présenter. Merci, en tout cas de mon point de vue. C'était fascinant. Madame, question? Bonjour. Ce n'est pas une question, mais j'aimerais, dans un premier temps, dans le fond, féliciter toute la belle innovation qu'on retrouve là, dans ces projets-là. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire le pont avec le sujet avant la pause, puis ce qu'on est en train de discuter avec toutes les innovations, mais surtout les nouvelles réponses qu'on peut donner. Mais moi, ce que ça me suscite comme questionnement, c'est qu'on fait des bons coups pour donner de la formation dans les entreprises, pour ajuster les compétences. Mais où est-ce qu'on est au Québec par rapport à la valorisation de ces gens-là vers une qualification? Alors, c'est vrai qu'on fait de la formation en entreprise, qu'on donne certaines compétences spécifiques, mais est-ce qu'un jour, on va être davantage en mouvement dans les entreprises pour favoriser la reconnaissance d'acquis et de compétences de ces gens-là et de les amener vraiment vers une compétence qualifiante, reconnue? Alors, je pense que c'est important. C'est important d'aller jusque-là puis se poser la question entre partenaires au Québec en formation professionnelle, qui sont les commissions scolaires et les entreprises, entre autres, jusqu'où on pousse dans la qualification pour faire en sorte que nos jeunes et moins jeunes dans les entreprises qui n'ont pas de diplôme officiel lié à leur métier soient en action vers ça. Et la journée qu'on fera ça, peut-être que ça dira aussi à la société en général qu'on y croit à la qualification. Merci du commentaire. Je rajouterais seulement, pour au niveau des services aux entreprises, c'est un très bon point. Lorsqu'on est dans une entreprise, au-delà du mandat qu'on vient de voir, il y a une porte ouverte énorme parce qu'on est là, on est présent. Donc, au niveau de la reconnaissance des acquis, écoutez, je pense que dans nos services, puis il y a des gens des services aux entreprises qui sont ici, c'est un réflexe. Hein? On voit ces gens-là qui ont des années d'expérience, qui n'ont pas eu la chance d'avoir de diplôme. La reconnaissance des acquis est une porte ouverte. Donc, je pense que ça doit être un réflexe automatique de voir les possibilités. La formation de base aussi, souvent, c'est des entreprises comme celle-là qui en ont besoin. Donc, en ayant déjà un mandat qui est une réussite, on a une porte ouverte pour former justement sur les compétences essentielles de ces gens-là. Donc, oui, je pense qu'il faut que ça reste ancré au niveau de nos services, puis peut-être aller à un autre niveau, bien sûr, à un moment donné. Oui, l'exemple aussi est intéressant ici de démontrer qu'il s'agit d'une filature. Alors, on a un programme d'apprentissage en milieu de travail pour opérateurs de métiers affiliés et on a développé des outils de reconnaissance des compétences de main-d'œuvre. Alors, si bien que les travailleurs que vous avez vus peuvent, par quelques heures de tests très faciles, pratiques et théoriques, arriver à avoir une certification qui a été mise par le ministère de l'Emploi. Et reconnue. Oui, donc, okay. Alors... C'est peu quand on considère tous les métiers dans notre secteur, mais il y a quand même un début à la reconnaissance au niveau des gens en emploi au niveau du textile. Merci beaucoup, mesdames, pour effectivement ce bel exemple, ce beau modèle. Notre prochain vient... Oui? CSMO Métallurgie pour la formation de base en emploi dans l'industrie manufacturière. C'est Marie-France Charbonneau qui va venir nous rejoindre. Elle est DG du CSMO Métallurgie. Je propose qu'on envoie la vidéo et on continue la conversation après.
a été interpellé par M. Robert Goyer, qui est consultant à la Fédération des commissions scolaires, pour aller rencontrer le comité sectoriel de la métallurgie, pour aller un petit peu présenter l'approche qu'on pourrait avoir par rapport à la formation. Quand on est allé, on a fait la présentation de l'approche qu'on pouvait proposer, donc d'une approche de très grande flexibilité, être capable de permettre au comité sectoriel de choisir dans un premier temps les formateurs sur CV pour être capable de sélectionner ceux qui conviennent le mieux à leur entreprise. On avait donné comme mot d'ordre aux 3 commissions scolaires qui ont travaillé dans le projet d'être très flexibles, de respecter les horaires de travail des entreprises, d'y aller selon les quarts de travail, d'offrir le plus de disponibilité. Donc, ça prenait vraiment des enseignants qui étaient très dévoués à la cause et qui étaient disponibles pour le faire également. Ce que ça a créé vraiment un esprit d'équipe pour les employés, là, dans le fond, entre eux autres. Ils se taquinaient, puis ils disaient « Ah, toi, es-tu capable de faire ça? Moi, je suis capable. » Ils s'entraidaient aussi beaucoup. S'il y en avait un qui était un peu plus bavard que les autres, il disait « Hey, c'est mon tour! » là, mais vraiment, ils s'embarquaient. Une des revendications que je faisais aux employeurs, c'était que leurs employés manquaient de formation pour travailler sur les nouvelles machines. Et à ce moment-là, je n'avais pas bien de réceptivité d'eux autres, de leur part. Puis ça m'a toujours, tout au long de ma carrière, traversé l'esprit, ça, pour dire il faut tout faire pour aider les travailleurs à ce niveau-là. Parce que ce que j'avais en tête, c'est quand une machine brise, on emmène tout ce qu'il faut pour la réparer. Mais on pense rarement à celui qui l'opère. D'un point de vue opération, c'est sûr qu'il y avait un certain intérêt parce que plus les gens sont qualifiés, puis plus ils sont en mesure de lire des documents et d'un point de vue relation de travail, il y avait aussi un intérêt pour développer un sentiment d'appartenance de la part des travailleurs, puis essayer de bâtir un certain niveau de confiance entre le syndicat et l'entreprise. Chercher vraiment à humaniser le processus de formation. Dans un premier temps, les gens étaient rencontrés dans un pré-test. On leur faisait faire une première évaluation pour voir quel était leur niveau de compétence, pour être capable de cibler d'où ils partaient puis vers où on les emmenait. Mais ce n'était pas un examen qu'on leur remettait suite à l'évaluation. C'était vraiment une rencontre individualisée. Chaque travailleur a été rencontré pendant une période d'environ 10 à 15 minutes et on lui expliquait quelles étaient ses forces et ses faiblesses par rapport tant au français qu'aux mathématiques. Donc, ce n'était pas désincarné, c'était humain. C'était un contact là, qui était là, avec l'enseignant qui était pour travailler avec lui pendant les prochaines semaines. Il y avait une rencontre et c'était de même qu'on fonctionnait pour leur remettre le résultat d'évaluation. Les formateurs ont joué un rôle important dans le sens qu'ils ont su, dès le début, mettre à l'aise nos participants, nos employés. C'est des gens que ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas allés à l'école, retourner sur les bancs d'école, même si c'est pas une vraie école dans le milieu scolaire, mais en milieu industriel, parce qu'on a fait la formation dans nos locaux. Elles ont su, parce qu'en fait, c'était 2 femmes, mettre les gens très à l'aise puis créer un sentiment de confiance rapidement. Et le fait qu'ils se sont très bien adaptés à nos besoins. Ils ont personnalisé la formation avec nos outils de travail, nos instructions, nos documents, etc. Fait que les gens se sont vraiment reconnus dans la formation parce qu'ils ne parlaient pas de la pluie et du beau temps, mais vraiment des outils qu'ils voyaient tous les jours dans le cadre de leur travail. J'ai un travailleur qui nous en a parlé justement récemment, puis avant, il n'était pas en mesure de lire le journal, il tournait des pages, regardait les images, puis maintenant, bien, il est capable de lire. Mes cours de français m'ont apporté plus de facilité à lire, notamment avec mes enfants. Mes enfants n'aimaient pas que je fasse des lectures avec eux autres à cause que mes phrases n'étaient pas fluides, les textes n'étaient pas fluides. Ces petits mots-clés qu'on a eu compréhension de texte a fait que c'était plus fluide. Avec mes enfants, ils comprenaient mieux l'histoire, puis c'était un moment magique. Parce que souvent, ça prend juste un petit coup de pouce qu'on a eu jeune, mais qu'on a pu pratiquer, puis qu'on a aujourd'hui, on est resté assis un peu, puis qu'on se dit, mais coudonc, la règle de 3, madame, OK? Pensez-y sincèrement, là. Il y a beaucoup de travailleurs et travailleuses qui ne l'ont pas. Ça prend quoi? Une demi-heure à apprendre la règle de 3, la pratiquer. Ça, on appelle ça de la confiance après. Un coup qu'on retourne dans l'usine, ça fonctionne. Ce que j'aime dans cette histoire, Marie-France, c'est que si c'est utile aux entreprises, on aura compris que c'est utile aussi aux individus à la maison ou ailleurs. C'est dans le fond d'aller chercher ce qui nous a peut-être manqué un petit bout quand on est parti d'école trop vite ou dans les mauvaises circonstances. Et c'est donc de dire qu'il n'est jamais trop tard pour continuer d'apprendre.
Exactement. Il n'est jamais trop tard, mais c'est pas simplement, c'est pas un programme qui rend service seulement à ceux qui ont peut-être pas eu le temps de compléter une formation. Il va également compenser un autre besoin. Quand on n'a pas l'occasion de mettre en pratique régulièrement des compétences qu'on a acquises, c'est-à-dire dans le quotidien de nos tâches, c'est normal, l'être humain est ainsi fait, c'est normal qu'on oublie. Exactement. Donc, ça s'adresse à tout le monde, à tous les gens de la société, là, quelque part, parce que d'ailleurs, les études de l'OCDE le disaient bien, près d'un Québécois sur 2, un petit peu moins qu'un Québécois sur 2, aura besoin, à un moment donné ou un autre, de renforcer ses compétences essentielles, donc ses compétences en littératie, en numératie. Mais c'est vrai, du français qu'on parle ou qu'on ne parle pas bien, mais si on ne le pratique pas régulièrement, si on ne revise pas nos règles, on se rend compte qu'on oublie des morceaux, pourtant on pense qu'on maîtrise ça pour la vie. Donc j'imagine que pour des connaissances de pointe technique, c'est encore plus vrai. Tout à fait, tout à fait. Lorsque on dédie sa vie à travailler dans une entreprise, dans des grandes manufactures, des entreprises de fabrication, bien, c'est clair qu'on est confronté à travailler avec beaucoup de l'équipement qui, très souvent, est renouvelé pour être modernisé. Et là, quand vient le temps d'avoir des formations plus précises, plus pointues, plus techniques, bien, c'est à la fois l'entreprise et à la fois l'individu qui va avoir besoin, en fait, le besoin va répondre à la fois, la formation va répondre à la fois aux besoins de l'entreprise qu'aux besoins de l'individu. Donc, c'est une porte d'entrée formidable également pour tous les autres types de formations. Alors, vous posez la question naturellement. À partir du moment où une entreprise en croissance ou juste pour réussir à continuer à survivre doit adapter ses pratiques, robotiser davantage, enfin rendre plus complexe, quelle est la responsabilité intrinsèque de l'entreprise à faire en sorte que ses employés la suivent? Est-ce que c'est au continuum de formation de dire on va vous aider ou l'entreprise a quand même une responsabilité de dire, bien, moi, si je change la donne pour mes travailleurs, il faut qu'ils me suivent? Bien, c'est sûr qu'elle a cette responsabilité-là. Maintenant, est-ce que c'est une responsabilité sociale à nous, dans les comités sectoriels, dans les différents niveaux gouvernementaux, dans les différentes organisations, de le faire valoir? Cela dit, c'est à l'avantage de l'entreprise de le faire. Et c'est vrai dans le secteur de la métallurgie, comme c'est vrai dans d'autres secteurs de fabrication. Mais si on le prend pour le secteur de la métallurgie, c'est quand même un secteur économique très important. On parle de 2 % du PIB au Québec. C'est un secteur qui se doit être à la fine pointe de la technologie constamment parce que la compétition est assez féroce au niveau international. Donc, nécessairement, elle aura à revoir et à améliorer constamment sa productivité. Et ce faisant, la productivité, c'est ça, c'est l'équipement, c'est la main-d'œuvre et ça appelle à la formation de la main-d'œuvre. Pour que la main-d'œuvre puisse partir tous sur une base égale, bien, c'est sûr qu'il faut venir rehausser dès le départ des compétences de base dans certains cas. Est-ce que je peux faire un petit rewind avec vous? Parce que ça fait 2 fois qu'on parle de CSMO, qui sont effectivement les comités sectoriels de la main-d'œuvre. On m'avait remis un lexique de 4 pages avec juste des acronymes qui vont de A pour ACELF à, c'est complètement fou, TREAQFP pour la table des responsables de l'éducation des adultes et de la formation, mais je n'avais pas le comité sectoriel. Qu'est-ce que font les comités sectoriels? En quoi se distinguent-ils? Les comités sectoriels sont des organisations sans but lucratif qui sont financées par le gouvernement du Québec dans le cadre de sa politique d'intervention sectorielle. Donc, c'est la Commission des partenaires du marché du travail de façon plus spécifique. Et leur mandat est justement de voir à adapter les formations en raison des besoins des secteurs d'intervention dans lesquels ils sont. Donc, on fait d'abord une mission de concertation, déterminer quels sont les besoins de formation, notamment. Travailler aussi au niveau de l'attraction, rétention de la main-d'œuvre, et on le fait en collaboration avec les différents intervenants qui sont autour, qu'on retrouve dans les secteurs, dont notamment la partie syndicale et la partie patronale. Et quand vous avez à déterminer pour le secteur d'activité qui est le vôtre, les compétences essentielles, parce que vous travaillez là-dessus, et faire en sorte qu'elles soient toujours à jour, ces compétences essentielles, qui détermine ou comment déterminez-vous ce que sont ces compétences essentielles? Bien, en fait, on a jasé beaucoup à la fois avec comme je disais, avec les patrons et les syndicats, mais ça a été par une approche, ça s'est fait dans notre cas par une approche au niveau syndical d'abord, parce que c'est quelque chose qui est très sensible. C'est un sujet qui peut être, je dirais, mal perçu également par les travailleurs. Personne n'aime venir dire, moi j'ai un problème au niveau de la lecture ou j'ai un problème au niveau de la lecture. C'est pas comme ça que vous présentez les choses, évidemment. Pas du tout, non, c'est ça. Alors,
passer par les syndicats, des entreprises, et l'approche s'est faite de façon beaucoup plus naturelle, plus spontanée. Mais je dois dire aussi que, et ça c'est important que je le mentionne, la contribution des commissions scolaires, et plus particulièrement Joanne Lachapelle, la coordination qu'elle a fait de l'application de notre programme dans notre comité sectoriel, Joanne Lachapelle, la commission scolaire des Chênes, en collaboration avec la commission scolaire de Saint-Hyacinthe et la commission scolaire de Sherbrooke, ils sont venus travailler à adapter adéquatement les contenus pour les rendre plus faciles d'accès pour les travailleurs. Nous, on est dans un secteur où 55 de notre main-d'œuvre, c'est une main-d'œuvre qui travaille à la production. C'est des travailleurs d'action, c'est leur principal profil. Ils n'aiment pas être assis et entendre la théorie, ils ont davantage besoin de carburer à l'action. Si ça bouge. Ça bouge. Donc, il fallait adapter les contenus en fonction de leur profil. Mais la formation, comment l'avez-vous adaptée, elle? Est-ce que ça se passait sur les lieux de travail ou vous avez sorti les gens de leur milieu de travail? Nous n'avons pas sorti les gens de leur milieu de travail. Nous leur avons laissé le choix et ils ont tous choisi de le faire sur les lieux de travail. Ils se sentaient plus familiers dans cet environnement-là et on s'est assuré qu'on puisse enlever toutes les difficultés autour de ça, là, ou en tout cas tout ce qui pouvait les déconcentrer. Il n'y avait pas d'urgence? Non, d'aucune façon. C'est une formation qui dure 45 heures, donc on a réduit aussi la formation pour s'assurer que, justement, qu'on ait moins de théorie, plus d'action. Et aussi, on a, comme je disais, tiré les exemples d'exercices. Les exercices provenaient directement du matériel des entreprises participantes. C'est une opération ponctuelle que vous avez menée. Est-ce que vous pourriez rendre pérenne ce genre d'intervention? Oui, on vient d'élargir notre programme à 9 autres entreprises qui vont participer. Donc, on vise à terme, pour les 2 prochaines années, de former 200 autres travailleurs, mais tant et aussi longtemps que les besoins dans le secteur de la métallurgie, comme dans d'autres secteurs, sont là en matière de compétences essentielles, bien, c'est sûr que via les différents comités sectoriels, je pense que la CPMT va être derrière ces projets de formation. Je vous remercie, mais... Ah, voilà, j'allais poser la question. Y en a-t-il des questions? Allez-y, madame. Approchez-vous du microphone. Alors, bonjour. Mon nom à moi, c'est Audrey. Je représente les élèves en adaptation scolaire de Horizon Jeunesse de la Commission scolaire de Laval. Et j'avais un commentaire positif à donner pour les projets, notamment le vôtre. Je voulais vous féliciter parce qu'honnêtement, je trouve que c'est vraiment pertinent de mettre des projets comme ça parce que ça va encourager les élèves à ne pas lâcher l'école, à abandonner les décrochages scolaires, notamment en adaptation scolaire. On a beaucoup de projets qui aident à favoriser la formation professionnelle et je suis vraiment contente et impressionnée de voir à quel point les projets ici sont développés pour aider les autres qui ont plus de difficultés, que ce soit des plus jeunes ou des moins jeunes. Donc, je voulais vous féliciter pour vos projets. C'est ça. Merci mademoiselle. Merci. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous ce dernier exemple qui va s'incarner sur scène. Oui, on peut l'applaudir certainement.